La Facture, émission 626. Aujourd'hui, un secret de la Ville de Montréal qui pourrait vous ruiner. Si on avait su que c'était contaminé, on n'aurait pas acheté cette propriété-là. Quand la protection de l'environnement peut vous faire perdre votre maison. Aussi, on a perdu vos valises. Quels sont vos droits? Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous habitez Montréal? Votre immeuble présente des fissures importantes et n'est plus très droit? Attention, l'investissement de votre vie est peut-être assis sur un ancien dépotoir dont le terrain est contaminé. Voici l'histoire d'un vaste secret que la Ville de Montréal n'aurait jamais dû cacher à ses citoyens. Si on avait su que c'était contaminé, on n'aurait pas acheté cette propriété-là. Si je suis obligé de creuser jusqu'en dessous de l'immeuble pour le faire, ça va me coûter une fortune. Les parcs cachent parfois de bien mauvaises surprises enfouies dans le sol. Des résidents se battent pour savoir si leur maison est construite sur une ancienne carrière ou un dépotoir. Mais ils se heurtent à l'opacité de la ville. On paye des taxes pour avoir accès à ces informations-là, bien, je m'attends qu'ils soient disponibles. C'est une bombe. C'est épouvantable. C'est scandaleux. Ça date de quelle année, ce bâtiment-là? 1934. Le 2250 Sherbrooke-Est se classe parmi les beaux immeubles patrimoniaux de Montréal. Une demeure somptueuse, avec ses bas-reliefs de plâtre, ses plafonds à caissons, son escalier de marbre. Ici, ça va être une unité de condo, puis je vais vous montrer les plans, ce que ça va avoir de l'air. Benoît Fortier l'a acheté il y a 2 ans pour en faire un projet de 36 condos. Mais il a un problème. Le vieil immeuble est fissuré de toutes parts. Il a besoin de pieux. On a fait nos premiers forages juste ici. Bien, le premier forage. Puis ce forage-là, quand ils ont sorti la carotte, le consultant, il trouvait qu'il y avait des odeurs d'hydrocarbures. Les tests montreront que son sol est contaminé jusqu'à 10 mètres de profondeur. La décontamination coûterait plus de 2 millions de dollars. Et on a tombé sur le dos, on a dit où est-ce qu'on est. Pour comprendre ce qui se passe, il tente de trouver de l'information à la ville. Il l'obtiendra au compte-gouttes. Au départ, on lui remet seulement une carte de 1992 qui fait partie d'un projet de détection des biogaz dans le parc Baldwin, à 100 mètres de chez lui. Dans le plan, il remarque la délimitation d'une zone qui le surprend. Qu'est-ce que ça représente, cette ligne-là, ici? Cette ligne, selon le plan de la Ville de Montréal, représente la limite de l'ancienne carrière d'exploitation d'argile qui était dans le secteur. Le président de Fondasol, l'ingénieur Mohamed Hosseini, pourtant spécialiste de la question, ne connaissait pas cette carte. Il découvre que les contours de l'ancienne carrière débordent du parc et couvrent une zone résidentielle. C'est exactement dans le secteur où est construit l'immeuble de M. Fortier. Il n'y a aucune information publique qui est disponible pour savoir, pour un ingénieur qui travaille dans ce domaine, que ce secteur-là faisait partie d'une ancienne carrière. La Ville nous a caché beaucoup d'informations dans le secteur, puis pas juste à moi, à tous les résidents qui sont là. Fortier est pris à la gorge. Il perd son financement quand son prêteur découvre que le sol est contaminé. Le prêteur envoie un huissier saisir son immeuble. Benoît Fortier risque de tout perdre. Mais là, ils sont carrément en train de sortir les meubles de Ils sont après vider l'immeuble. Le prêteur, lui, a décidé de reprendre possession de ça. Avec l'énergie du désespoir, il frappe à plusieurs portes dans les dédales administratifs de la Ville de Montréal. Mais est-ce que vous avez réussi à avoir les plans des anciens dépotoirs dans ce secteur-là? Non, ici, j'ai pas ça. On n'a pas de plan de carrière, il n'y a pas de plan de dépotoir. Il n'a plus le choix. Il doit trouver des preuves pour établir qui a contaminé son terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, je reviens bredouille. Ils n'ont pas d'informations là qu'ils peuvent nous donner présentement. Il faut faire une demande d'accès à l'information au greffe.
Il remarque sur le plan que la ville a effectué un forage devant sa résidence. Il tente d'obtenir les résultats au laboratoire de l'environnement en usant de ruses. Ils ne voulaient pas que je les prenne, mais à un moment donné, ils sont partis. Ils m'ont laissé prendre en note ces documents-là, mais moi, j'ai pris des photos de ça. Regardez ici, à 100 mètres, 6 remblais, déchets domestiques, du bois, du charbon, des briques, du sable. La composition du remblai indique clairement qu'il s'agit d'un dépotoir. Pourquoi? Parce qu'on marque déchets domestiques. À l'époque, vraiment, on remplissait la plupart des carrières avec des déchets domestiques. Fortier découvre le poteau rose. Cette excavation de 10 mètres de profondeur a été remplie avec des déchets de toutes sortes. L'endroit est donc propice à l'émanation de biogaz, à l'instabilité des bâtiments et à la contamination des sols. Je suis pas agressif, j'ai pas ce tempérament-là, mais je sortirais de mes gonds, c'est sûr. Je voudrais tout casser, mais là, c'est pas ça. Là, je peux pas faire ça, il faut juste que je continue à me battre. Son voisin immédiat, Pierre Bonneau, a le même problème. Son immeuble est bâti sur du remblai contaminé. Il a besoin de 300 000 $ pour la décontamination. Je suis très inquiet. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où votre terrain est contaminé, le sol est contaminé, c'est qu'il n'y a plus aucune institution qui veut financer votre immeuble. Il y a des dizaines et des dizaines de propriétés dans ce secteur. Pourquoi la Ville divulgue-t-elle l'information au compte-gouttes? Nous réussissons à parler à un chef de section, l'ingénieur Martin Tremblay. Puis la Ville de Montréal a certainement une responsabilité aussi, puisque c'est elle qui a permis à la fois le remplissage puis à la fois la construction sur des terrains. Le mot est lâché. La Ville aurait une responsabilité, selon le chef de la section géotechnique de Montréal. Et ce n'est pas tout. Après notre demande d'accès à l'information, la Ville nous remet finalement le rapport sur le projet de détection de biogaz qui complétait la carte du parc Baldwin de 1992. On y apprend que c'est la Ville de Montréal qui aurait utilisé ce dépotoir entre les années 1907 et 1924. C'est une bombe. C'est épouvantable. C'est scandaleux. Spécialiste du droit de l'environnement, Maître Odette Nadon de BCF est convaincu que la Ville est responsable des dommages causés aux résidents. Mais en vertu de quoi la Ville devrait payer, vous pensez, cette décontamination-là? Parce qu'elle a commis une faute. Elle a permis l'utilisation de lieux impropres à leur usage. Le responsable du dossier de l'environnement au comité exécutif de la Ville, Réal Ménard, croit au contraire que son administration n'a pas commis de faute. Donc, la Ville s'en lave les mains, pas de responsabilité? La Ville ne s'en lave pas les mains. La Ville dit qu'il n'y avait pas d'encadrement réglementaire à ce moment-là. Dans le temps, il n'y avait pas d'interdiction, mais les conséquences de ça étaient prévisibles. Et quand on peut prévoir les conséquences de ces actes, ça s'appelle une faute. Le rapport recommandait une stratégie de communication avec les citoyens, mais ça n'a pas été fait. On y lit que divulguer l'information pourrait entraîner une baisse de la valeur des immeubles ainsi que la responsabilité de la Ville. On cache le rapport en disant que c'est dangereux pour la responsabilité puis la baisse de valeur des immeubles. Et c'est vraiment pour ça que ça a été caché. Réal Ménard dit ne pas savoir pourquoi le rapport n'a pas été dévoilé à l'époque. Il n'était pas là en 1994. Allez-vous aider les citoyens à décontaminer leur terrain si... On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là comme administration. C'est simple, la Ville, rachète-moi la propriété ou bien dédommage-moi pour tout ce qui s'est passé là, parce que j'aurais pas acheté cette propriété-là. Combien de Montréalais risquent de se retrouver dans la même situation? Le rapport fait état d'au moins 62 anciens dépotoirs à Montréal. Nous avons dressé notre propre carte. Des centaines de propriétés pourraient être touchées. Nous autres, on a déterré un squelette du placard, puis vous autres, avec vos recherches, votre cheminement, vous avez déterré le cimetière au complet. Si vous voulez savoir si votre propriété est construite sur un de ces anciens dépotoirs, visitez notre site Web. Vous y trouverez une carte indiquant où se trouvent ces 62 anciennes carrières. Mais suite à nos interventions, la Ville de Montréal a fait savoir à la facture qu'il y avait sur son territoire non pas 62, mais bien 79 anciennes carrières qui ont souvent servi de dépotoir. La Ville devrait en publier la carte.
Après la pause, quand la protection de l'environnement peut vous faire perdre votre maison. Ça va coûter entre 20 et 25 000 juste pour la fosse. Ça part l'installation. Je connais pas personne qui a 30 40 000 à investir pour une fosse septique. Au Québec, des dizaines de milliers de propriétaires vont faire face à des factures imprévues tellement élevées que plusieurs risquent de perdre leur maison ou l'argent de leur retraite. Le gouvernement du Québec, qui vient d'investir plus d'1 milliard de dollars dans Bombardier pour sauver des milliers d'emplois, va-t-il les aider? Non. Eux devront se débrouiller. J'avais pas 40 000 dans mon compte de banque qui attendait pour une fosse septique. Ça coûte de l'argent de traiter des eaux usées. Que vous soyez en ville ou sur votre terrain résidentiel, ça coûte de l'argent. Écoutez, je paye 40 000 pour voir ça en plus. Tu sais, j'en reviens pas. François Anger et Patricia Racicot possèdent une résidence à Saint-Jérôme. Dans leur quartier, il n'y a pas de système d'égout municipal. Ils doivent donc avoir leur propre installation septique. L'an dernier, la ville de Saint-Jérôme les informe que leur système est désuet. Ils nous ont avertis qu'il y avait un problème avec notre champ d'épuration, que l'eau ne drainait pas comme il faut. Leur installation septique se compose d'un réservoir et d'un champ d'épuration. Les matières fécales demeurent au fond d'une fosse et les eaux usées sont filtrées par le champ d'épuration. C'est le système commun traditionnel. L'ingénieur embauché par le couple est formel. Ils doivent complètement changer leur installation septique. Il fallait être à 100 pieds d'un puits. Fait que tout ça, ça limitait beaucoup l'emplacement possible sur mon terrain. En fait, c'est juste ici qui est disponible. À cause du type de sol et de la grandeur du terrain des Racicot-Anger, il n'y a qu'une seule installation septique possible, le système tertiaire, qui désinfecte et retire le phosphore des eaux usées. Elles sont traitées dans ces 3 réservoirs étanches avant d'être rejetées dans l'environnement. C'est ni plus ni moins qu'une mini-usine de traitement des eaux usées. Mais cette récente technologie a un coût. Quand on nous a dit le prix, le monsieur me dit, écoute, ça va coûter entre 20 et 25 000 juste pour la fosse. Ça part l'installation. Je connais pas personne qui a 30 40 000 à investir pour une fosse septique. Ce système s'appelle le DPEC. Il est fabriqué depuis près de 3 ans par l'entreprise québécoise Premier Tech. Depuis la crise des algues bleu-vert, le ministère québécois du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est plus sévère lorsqu'il est question de la protection de l'environnement. Il y a une solution technologique, vous êtes obligé de la prendre. Je leur disais, ben oui, mais si j'ai pas l'argent pour ça, tout le monde nous a dit, c'est pas notre problème. C'est la réglementation, il faut passer par ça. Et la seule machine, c'est celle-là. On est contraint de faire avec cette technologie-là parce qu'il n'y en a pas d'autre. M. Fournier est le porte-parole du ministère de l'Environnement du Québec. Le ministère de l'Environnement a mis sur place une nouvelle exigence. Premier Tech a déposé au Bureau de normalisation du Québec qui accrédite les technologies. Ils ont accrédité cette entreprise-là. Et puis là, on a un système qui permet la déphosphatation. On me dit que ça vaut 20-25 000. Est-ce que ça vaut ça? Je ne sais pas. Je connais pas ça. Puis je peux pas aller voir un compétiteur pour voir s'il y aurait un autre prix. C'est ça le prix. J'ai pas le choix de prendre eux autres. Il y en a une seule compagnie qui le fait. Automatiquement, c'est ça, c'est qu'ils nous obligent à prendre une machine que, pour moi, là, j'aurais jamais acheté ça. Puis je trouve ça aberrant que le gouvernement ait accepté ça. Le but de cette nouvelle exigence-là n'est pas de favoriser un monopole. Comme il y a une seule entreprise qui fabrique le DPEC, par la bande, vous favorisez une entreprise. On favorise la protection de l'environnement et des citoyens. Point final. Mais ce n'est pas le ministère qui gère la colère des citoyens. Ce sont les municipalités qui doivent le faire. Nous, on a le rôle d'appliquer une loi qui est faite et qui ne nous convient pas sur tous ces éléments. Oui, à ce moment-là, c'est nous qui sommes au front. Selon la Fédération québécoise des municipalités,
la tâche est très lourde. Un peu plus d'1 million au Québec de résidences qui correspondent à ça. C'est dur d'application. Qu'est-ce que vous dites aux citoyens qui viennent vous voir en disant « Écoutez, je n'ai pas 40 000 35 000 je ne peux pas l'installer, mon installation septique. » On n'a pas de porte de sortie de ce côté-là. Il faut l'appliquer. Vous avez raison qu'il y a des situations qui deviennent très, très compliquées de ce côté-là, qui deviennent monétaires, puis qui peuvent causer des obligations de vendre leur maison. Au-delà de vouloir protéger l'environnement, il y a un impact économique énorme au niveau du citoyen. Le ministère est très conscient de ces impacts financiers-là que ça a chez ces citoyens-là. Par contre... Alors, vous allez faire quoi pour les aider? Bien, écoutez, ça, à ce niveau-là, le ministère n'a pas de subvention ou quoi que ce soit pour aider ces gens-là. Ça coûte de l'argent de traiter des eaux usées. Que vous soyez en ville ou sur votre terrain résidentiel, ça coûte de l'argent. Ce technologue de Rimouski travaille de concert avec les inspecteurs municipaux responsables du respect de la réglementation. Selon lui, le million de propriétaires de résidences isolées du Québec sont désavantagés par rapport aux citadins. Si vous êtes en ville, devant votre maison, il y a une conduite d'égout. Et au bout de la conduite d'égout, il y a un système de traitement qui traite ces eaux-là. Ce système-là, il a été payé à 90 % par le gouvernement. Le problème, c'est que quand je ne suis pas sur un système collectif, je dois payer tout de ma poche. Je n'ai pas 90 % payé par le gouvernement. Je paye tout. Puis non seulement je paye tout de suite. Alors pourquoi dans un cas, c'est payé à 90 % dans l'autre, zéro? Elle est là, l'iniquité. C'est soit tu payes, ou soit que tu vends ta maison à perte, ou soit que tu fais faillite, ou soit tu n'as comme pas le choix, mais il faut que tu trouves les sous. Mon mari dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, écoute, on va sortir les REER, on n'a pas le choix. Donc, je sors mes REER pour faire quelque chose. Pour payer la moitié. C'est ça. L'autre moitié sur la marge de crédit. Ça fait partie des coûts que les propriétaires doivent assumer. C'est vraiment à eux d'assumer ces coûts-là, malheureusement. Là. J'ai rien de plus que j'avais avant, mais j'ai beaucoup plus de dettes puis moins de REER. La Fédération québécoise des municipalités, c'est 1000 municipalités et municipalités régionales de comté. Depuis 4 ans, la Fédération réclame sans succès une aide financière du gouvernement pour soulager ses propriétaires. La réponse du gouvernement, on a formé un comité. Êtes-vous surpris? Un comité qui étudie des technologies qui pourraient être moins coûteuses pour les citoyens. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous venez de signer un contrat avec une garderie. Votre enfant y entrera dans 2 mois. Mais une place se libère dans une autre garderie située à 2 pas de chez vous. Le problème, c'est que la première garderie exige des frais d'annulation de 50 $. Alors, vrai ou faux, une garderie peut exiger en tout temps des frais d'annulation de contrat. La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, une garderie peut exiger en tout temps des frais d'annulation de contrat. Faux. Une garderie peut exiger des frais d'annulation uniquement si votre enfant a commencé à la fréquenter. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Les valises perdues. La hantise de tous les voyageurs qui guettent l'arrivée de la leur sur le carrousel de l'aéroport. Que pouvez-vous faire? Quel genre de responsabilité le transporteur a-t-il envers vous? Quels sont vos recours? Voici les réponses. Rome, Venise, Pise. J'en y rêve depuis des années. C'est donc un départ de Montréal direction Rome pour une escapade de 15 jours. Mais arrivé à destination, sur le carrousel, aucune trace de sa valise. Que faire? Première chose, Jeanne doit remplir un rapport de perte au comptoir de son transporteur aérien. C'est lui qui est responsable du retard ou de la perte de sa valise. Deuxième chose,
Magasiner, bien sûr, mais ce n'est pas le temps de refaire sa garde-robe. Elle n'a droit qu'au strict minimum, puisque sa valise est susceptible de réapparaître. Et très important, pour être remboursée, Jeanne doit conserver toutes les factures de ses achats. Jeanne revient au pays. Toujours aucune nouvelle de sa valise et sa compagnie aérienne ne lui répond pas. A-t-elle un recours? Oui. Elle peut porter plainte à l'Office des transports du Canada. C'est gratuit, pas besoin d'un avocat et l'Office peut obliger le transporteur à l'indemniser. À noter, le maximum qu'un voyageur peut réclamer est d'environ 2000 $ lors d'un vol international. En plus, pour son voyage en partie raté, Jeanne peut s'adresser aux petites créances pour obtenir un dédommagement. Le fin mot de l'histoire, vous avez des droits. Ne laissez surtout pas un transporteur aérien vous prendre pour une valise. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Hamilton ou à Amqui, merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Attention, avant de faire affaire avec ce beau parleur. Je vois pas comment vous pouvez pas être satisfait au bout de la ligne. Il n'y a pas de surprise, là. J'ai été floué par cet individu-là, ouais. Je confirme que c'est lui, là. Je pense que vous faites pas affaire avec la bonne personne. Finalement, au bout de 6 semaines, t'as rien reçu, à part des insultes. Cet homme dit qu'il ne vous connaît pas. Est-ce que vous le connaissez? Très bien. Pensez-vous que si j'avais vraiment quelque chose à me reprocher, que je détalerais pas présentement?